vous annonce vaguement le programme des prochains cercles. Donc, le 7 novembre, nous aurons Pierre de la Côte qui était venu à l'Université d'été sur l'apocalypse du progrès. Et le 2 décembre, Éric Zemmour sur le site français. Sachant que, a priori, pour Éric Zemmour, ce ne sera pas ici, ce sera à la Maison des Mines, qui est réservée pour ça. Et avant Noël, normalement, mais je n'ai pas la date, il de billets pour son dernier livre sur Jeanne d'Arc. Non plus, j'ai pas le détail. Le but du cercle de Flore est d'ouvrir nos portes à tous les talents littéraires, politiques et artistiques qui sont au service du bien, du beau et du vrai. Aider à notre humble niveau, au niveau de la F, à mieux faire comprendre le monde instable qui nous entoure et à mieux aimer la France, reçue en héritage. Le rôle d'un historien est de transmettre cet héritage et de nous faire comprendre le présent et nous armer pour l'avenir en nous montrant le passé. On dit souvent qu'un historien est le prophète qui regarde vers l'arrière. C'est ce que vous êtes incontestablement, Philippe Pichot-Bravard, docteur en droit, maître de conférence en histoire du droit public. Oui. Vous avez enseigné à Albert Lyon. Oui. Dont beaucoup de gens du Rouge et Noir sont issus. Vos étudiants vous ont décerné le titre d'encyclopédie sur pattes. Ah bon? Mais vous ne saviez pas, je crois. Non. Non. Vous êtes d'ailleurs, par ailleurs, patron d'émission Radio Courtoisie, et vous avez signé divers ouvrages comme Le Pape ou l'Empereur, Les Catholiques et Napoléon III, oui. Temporat 2008, Conserver l'ordre institutionnel en 2011, Histoire constitutionnelle des parlements de l'ancienne France, Ellipse 2012, et en 2014, La Révolution française aux éditions Via Romana, préface de Philippe de Villiers. Alors moi je m'étais dit quand j'ai vu la sortie du livre, comme beaucoup de gens en France, encore un livre sur la Révolution. Et pourtant, j'avoue qu'à chaque page, il y a plein de nouveautés. Je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est une mine de plein de choses. Sur le mécanisme de la Révolution française, comment les choses s'enchaînent. Moi, je l'ai un peu dévoré comme une gazette au jour le jour de la situation révolutionnaire. Avec des anecdotes inconnues, des découvertes récentes qui éclairent d'un jour nouveau le mécanisme infernal en train de balayer l'ancien monde. Camus, dans L'Homme révolté, a le premier démontré que la révolution n'est rien d'autre qu'une révolte métaphysique et que ne pouvant tuer Dieu le Père, on s'en prend à son royal serviteur. La mort du roi étant un sacrilège et un acte profondément antichrétien, faisant remonter à la surface les sacrifices des boucs émissaires qui avaient disparu depuis le sacrifice expiatoire de Golgotha. Je vous renvoie à René Girard. Le rêve des révolutionnaires n'est pas de changer de régime, d'instaurer plus de liberté, plus de démocratie, mais bien de créer un homme nouveau et dans un monde nouveau. Remplacer Dieu et sa création à la torche prométhéenne, luciférienne, des idées rationalistes, individualistes, contractualistes, c'est un barbarisme, matérialistes, laïcistes et racistes des Lumières, ou disons du clair-obscur de l'encyclopédie. Vous montrez page après page de manière éclatante que le régime oligarchique qui se met en place échappe dès le départ au pays réel, qu'il y a dès l'élection des États généraux une confiscation du pouvoir et que la machinerie infernale se met en place comme une fatalité, malgré la clairvoyance de certains acteurs, dont le roi, malgré les mises en garde, malgré le bon sens et la rupture civilisationnelle, la fracture dans la conception même de l'humanité, avec des droits refusés aux sous-hommes. La chute anthropologique est consommée et aboutit aux catastrophes nietzschéennes que sont le communisme, le nazisme et finalement notre libéralisme. Euthanasie, avortement, GPA, eugénisme. Finalement, nous continuons sur la même lancée prométhéenne de créer un homme nouveau et sans Dieu. Il semble que nous subissons encore les diverses ondes de choc du tsunami révolutionnaire. La chute de la Bastille inexorablement finalement conduit à l'élection de Hollande sur cette même place. Le massacre de la princesse de Lamballe amène peut-être logiquement au non-respect du corps de la femme dans l'avortement, ou la GPA est le martyr de l'enfant du temps et la préfiguration de toutes les enfances violées et massacrées dans notre société dite moderne. Pourtant, depuis le 24 mars 2013, une digue s'est peut-être levée contre ces vagues bicentenaires qui ne cessent de nous ravager. Une remise en cause des conséquences de mai 68 et au-delà des acquis de la Révolution, le contraire d'une révolution, une contre-révolution, point d'interrogation, l'histoire le dira. Payon disait la révolution n'est pas terminée, peut-être que la contre-révolution n'est pas non plus terminée, en tout cas l'Action française je crois. En attendant le jugement de Clio, est-il possible d'établir donc des parallèles, des comparaisons entre la situation de la France de 89 et celle de 2014. Lors de la dernière manif pour tous, j'ai vu une pancarte présentée Hollande dans les habits de Louis XVI, avec un slogan qui disait si tu n'écoutes pas ton peuple, il t'arrivera la même chose. Alors, est-ce que la faiblesse de l'État et son incapacité à réformer depuis la tentative de Calonne est-elle comparable à la situation d'impuissance des politiques en 2014 ?
Le 24 mars 2013, la naissance du printemps français est-il un signe annonciateur de grands changements, comme le fut la journée des Tuiles de Grenoble? La révolution anthropologique est-elle en plein essor ou au contraire marque-t-elle un coup d'arrêt depuis le réveil des catholiques en politique? Et si jamais c'est le cas, si la contre-révolution est bien en marche, quelles sont nos chances de gagner? Quelles sont nos armes? En un mot, hors de votre expérience de la Révolution française, quelles sont aujourd'hui les prolongations du rêve prométhéen des Lumières et quelles sont les ruptures contre-révolutionnaires actuelles? Je pense que nous sentons tous que nous sommes à un tournant historique, la fin d'un cycle, peut-être la fin de la civilisation, d'une civilisation. Éclairé par l'expérience de l'histoire, peut-on en dire plus? Eh bien, un grand merci Arnaud pour cette introduction qui nous amène au cœur du sujet. Je suis très heureux de venir traiter ce sujet de la Révolution ici, à l'Action française, sous le regard de Charles Maurras et de Léon Daudet, qui est l'un de mes auteurs de prédilection pour lequel j'ai une particulière admiration, qui fut l'un des grands orateurs de son époque et l'un des grands combattants de la contre-révolution. Alors, Vincent Peillon, en 2008, a publié, comme vous le savez, un ouvrage intitulé « La Révolution française n'est pas terminée », dans laquelle il présentait la définition, notamment, d'une véritable religion civile, une véritable religion de la République. Vincent Peillon, dont François Hollande a fait son ministre de l'Éducation nationale 4 ans plus tard, et qui a apporté sa contribution à cette entreprise de changement de civilisation qui a été lancée, pas uniquement d'ailleurs par le gouvernement actuel, qui participe d'une dynamique qui ne concerne d'ailleurs pas uniquement la France, mais dont on voit les expressions aux 4 coins du monde. Alors, cette dynamique, elle apparaît bien comme l'une des étapes d'une entreprise de subversion révolutionnaire, s'exprimant notamment par la négation de l'autorité du droit naturel, que l'on a vu à l'œuvre avec la loi de dénaturation du mariage, avec toutes les entreprises menées contre la vie, le renforcement de la législation sur l'avortement, dont on ne dira jamais assez la gravité, peut-être demain une législation sur l'euthanasie, attaque contre le droit naturel, subversion sémantique, subversion auxquelles sont soumis d'abord nos enfants, avec la théorie du genre à l'école. L'enfance, l'innocence de l'enfance n'est même plus respectée. Et derrière ces initiatives, ces expériences pédagogiques, on retrouve une conception sensualiste, sensationniste de l'homme, l'idée que l'homme serait façonné par son environnement et qu'il serait possible de le changer en manipulant les sensations qu'il perçoit, en modifiant cet environnement. Et c'est bien ce que l'on tente de faire à l'école. C'est aussi, dans une autre échelle, ce que font les programmes dits de communication, c'est-à-dire en fait de propagande, qui, malgré la crise, sont toujours aussi richement dotés. Donc il y a cette bataille sémantique également qui est l'un des champs de bataille de la lutte que nous avons à mener. Alors un certain nombre parmi les bien-pensants font remonter cette crise à mai 68. Mais mai 68 n'a été qu'une étape, et une étape relativement tardive d'un phénomène beaucoup plus ancien, d'un phénomène qui remonte
en réalité au XVIIe siècle, c'est-à-dire à ce grand bouleversement intellectuel qui est intervenu au cours du deuxième quart du XVIIe siècle avec Descartes, avec Gassendi, avec Hobbes, plus tard Locke, et bouleversement qui a nourri la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle et qui a trouvé une traduction institutionnelle, politique, juridique à l'occasion de l'entreprise de subversion survenue en 1789 et dans les années suivantes. Bien. Alors, nous allons d'abord nous intéresser à ce qu'a été ce bouleversement intellectuel du XVIIe et du XVIIIe siècle qui met en valeur tous les principes anthropologiques qui sont au cœur de l'entreprise de destruction actuelle. Et puis, ensuite, nous allons voir que la Révolution française a été d'abord, par-delà l'extrême complexité du phénomène, par-delà la multiplicité des causes qui l'expliquent, la Révolution a d'abord été une entreprise de régénération idéologique. Bien. Une révolution idéologique qui débouche sur la première expérience totalitaire du monde contemporain. Bien. Et à cet égard, j'insisterai sur trois aspects qui intéressent plus particulièrement notre époque. D'une part, la négation de l'autorité du droit naturel, d'autre part, toute l'ambiguïté de l'articulation entre régime représentatif et régime démocratique qui est au cœur de toute une imposture, et ensuite l'entreprise de régénération de l'homme elle-même qui débouche sur la première expérience totalitaire, celle de 93 et 94. Voilà. Alors d'abord, intéressons-nous, puisque la Révolution a été une entreprise idéologique, et que nous sommes toujours au cœur de cette révolution idéologique, intéressons-nous au bouleversement intellectuel qui a nourri cette révolution idéologique. Au cours du deuxième quart du XVIIe siècle, dans les années 1625 à 1650, plusieurs œuvres, plusieurs auteurs ont apporté des conceptions nouvelles qui ont rencontré très rapidement un certain écho dans la société française. Il s'agit, ces auteurs, Gassendi, Descartes, Hobbes, d'abord Locke, ensuite prolongé par Rousseau, ces auteurs ont été à la source d'un triple bouleversement. D'un bouleversement de la conception de la connaissance, d'un bouleversement de la conception de l'homme et de la conception de la société. Alors commençons par la connaissance. Le bouleversement de la conception de la connaissance provient de la philosophie cartésienne, de Descartes et de l'usage qui a été fait ultérieurement par ses disciples de la pensée de Descartes. Il y a Descartes et il y a l'usage qu'on en a fait qui a en quelque sorte radicalisé certains aspects et déformé certains aspects de la pensée de Descartes. Descartes invite à faire table rase du passé, à faire table rase des connaissances acquises pour se les réapproprier en se servant des méthodes des sciences exactes, des sciences mathématiques. Bien. Et ce faisant, il invite à une table rase. Il bouleverse la hiérarchie des disciplines intellectuelles. Jusque-là, la théologie était tout en haut de cette hiérarchie, et puis il y avait la philosophie et les autres sciences. Bien. Désormais, les sciences exactes vont imposer
petit à petit une forme d'impérialisme dans le domaine de la connaissance. Cet impérialisme des sciences exactes, c'est ce que l'on va appeler le scientisme. Et ce scientisme va se caractériser par la tentation de vouloir appliquer les méthodes des sciences mathématiques à toutes les disciplines intellectuelles, notamment aux sciences humaines, qui ne s'y prêtent absolument pas, et même plus tard à la théologie, dès le XVIIIe siècle, avec la Aufklärung. Bien. Et ce sera la source de cette crise du modernisme que condamnera Saint Pie X en 1907 avec Pascendi. Alors, bouleversement de la hiérarchie des disciplines, scientisme, ce sont deux premières conséquences. La troisième, c'est évidemment le divorce de la foi et de la raison. L'autre conséquence également, je survole un petit peu tout cela, c'est une nouvelle conception, un nouveau rapport au temps. Jusqu'à Descartes, nous vivions dans une sorte d'éternel présent. L'idée que demain sera comme hier. Un éternel présent apparaissant comme une sorte de reflet de l'éternité divine. Bien. Avec Descartes, s'insinue l'idée que, avec l'usage de la raison humaine, de la raison et des sciences mathématiques, de la raison relevant d'elle seule, demain sera meilleur qu'hier. Descartes a inventé le progrès. Vous avez un ouvrage passionnant sur cette question de Frédéric Rouvillois, L'invention du progrès, où il met en lumière tous les effets de la pensée cartésienne. Alors, l'importance de cette pensée est considérable parce que Descartes a bénéficié très tôt d'un très grand prestige, dès la fin du XVIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, Descartes est adopté dans les collèges. L'enseignement de la philosophie épouse la méthode cartésienne. C'est Jean de Vigry qui met cela en valeur dans sa thèse consacrée à une œuvre d'éducation. L'idée est essentielle. Il dit, entre 1700 et 1715, dans tous les collèges, on abandonne l'enseignement de la philosophie thomiste, de la méthode thomiste, pour adopter la méthode cartésienne. Ça veut dire que les élites sociales qui vont sortir des collèges à partir du premier tiers du XVIIIe siècle ne penseront plus de la même manière que leurs pères, grands-pères et arrière-grands-pères. Leur cerveau ne fonctionnera plus de la même manière, n'obéira plus à la même logique. Bon. La conséquence de ce bouleversement est que ces élites, au cours du XVIIIe siècle, ne comprennent plus le monde dans lequel ils vivent. Il y a deux aspects, notamment, qui sont rejetés par elles. C'est la dimension sacrée de la royauté. On a séparé la foi de la raison. Et déjà, des pressions s'exercent pour que Louis XV ne soit pas sacré. Plus tard, pour que Louis XVI ne soit pas sacré. Louis XVI a dû imposer son sacre à ses ministres. Et l'imposer dans les formes traditionnelles. Bon. Et puis, d'autre part, n'est plus compris la diversité statutaire, qui était la réalité juridique de la France d'Ancien Régime. L'idée que le droit ne soit pas le même en Bretagne, dans le Maine et en Normandie n'est plus compris. Et Voltaire ironise et trouve des auditeurs pour recevoir cette plaisanterie, ironie sur ce pays où l'on change de droit en changeant de chevaux au relais de poste. Bon. Il aurait sorti ça un siècle plus tôt, sous Louis XIV, il se serait heurté à un mur. Les gens lui auraient répondu, bah oui, et alors, où est le problème ? Bien. Sous Louis XV, les gens ne répondent plus, ah oui, et alors, où est le problème ? Ils disent, vous avez raison. Il serait temps d'avoir un seul droit, uniforme, une seule coutume pour tout le royaume. Cette diversité statutaire, cette diversité attachée à l'histoire de chaque corps intermédiaire, cette idée n'est plus comprise et
au cœur de la Révolution, dès le début de la Révolution, il y aura d'abord une entreprise de table rase, de destruction de tout cet édifice juridique, avec sa richesse, avec son extrême complexité, plutôt que de réformer, plutôt que de simplifier, on va tout simplement tout détruire. Voilà. Alors, bouleversement de la conception de la connaissance, bouleversement de la conception de l'homme. Ce bouleversement, il doit beaucoup à Gassendi, qui dans les années 1640 a restitué l'atomisme matérialiste des épicuriens et auparavant de Démocrite. Et donc il a ouvert de nouveau la porte à cette pensée matérialiste au cœur d'un monde encore profondément chrétien. Alors, cette pensée épicurienne n'avait jamais été perdue de vue. Même au cœur du XIIe, du XIIIe, il y avait dans le Moyen-Âge chrétien quelques savants marginaux, c'est-à-dire à la marge de la société, qui cultivaient discrètement ce type de conviction. Bon, là, avec Gassendi, elles vont se propager, elles vont rencontrer un écho grandissant. Elles vont d'abord nourrir toute l'anthropologie des Lumières, des encyclopédistes, de Voltaire, de D'Holbach. Je vous renvoie à cet égard aux ouvrages de Xavier Martin. Bon. L'anthropologie qui naît de là est la suivante. Les encyclopédistes considèrent l'homme non plus comme la pensée chrétienne, c'est-à-dire un corps, une âme, créé à l'image de Dieu, blessé par le péché originel, racheté par le sang du Christ, destiné à une vie en présence de Dieu après la mort. Non. On considère désormais l'homme comme une petite machine qui réagit aux sensations qu'elle perçoit en fonction d'un seul et unique carburant, l'intérêt égoïste. Voilà. Voilà quel est l'homme de Voltaire, l'homme de D'Holbach, l'homme d'Helvétius, l'homme du marquis de Sade. Alors, de là découlent toutes sortes de conséquences que je vais me contenter de survoler. Cette conception matérialiste de l'homme conduit à nier le libre arbitre de l'homme, sa liberté et sa responsabilité. L'homme ne peut pas être responsable de ses actes, puisque il ne fait que réagir mécaniquement selon des lois qui relèvent de la physique et de la chimie à des sensations. Le fait que l'homme ne soit que matière ôte beaucoup de prix à la vie humaine et permet d'envisager toutes sortes de solutions. Le marquis de Sade, qui ne fait que accentuer légèrement le trait de ce monde encyclopédiste, théorise, justifie le recours à l'avortement, par exemple, en expliquant que c'est faire preuve de beaucoup trop de respect à l'égard d'un peu de matière fécondée que d'imaginer qu'on ne puisse éliminer l'enfant avant ou même après. Le sensationnisme, l'idée que l'homme soit déterminé par les sensations qu'il perçoit, qu'il soit façonné par son environnement, permet d'envisager de changer l'homme en manipulant ses sensations, en manipulant son environnement. Toute l'entreprise de régénération révolutionnaire, qui est encore d'actualité, puise là son origine. Elle n'aurait pas été concevable sans cette anthropologie-là. C'est parce qu'on considère que l'on peut changer l'homme, faire naître des citoyens sages et bons, pour reprendre l'expression de Cabanis, en jouant sur les sensations perçues, que vont surgir toutes sortes d'institutions, toutes sortes
d'outils visant à rendre les hommes sociables, visant à rendre les hommes bons citoyens, bons républicains, les fêtes révolutionnaires, inscrites dans chacune des constitutions révolutionnaires pour entretenir le souvenir des grands événements de la Révolution, participent de cette logique en mobilisant le chant, la musique, le discours, le spectacle. On s'adresse à tous les sens. Les fêtes, la religion civile, le calendrier républicain participe de cette logique. Changer tout l'environnement, tout le rapport au temps des individus. Une certaine conception de l'instruction. À propos de cette conception de l'instruction, je ne résiste pas à l'idée de vous donner lecture d'un petit passage de Rousseau dans lequel il exprime sa conception de l'éducation dans Émile ou de l'éducation. Et vous allez voir là la conception sensationniste de l'homme chez un auteur qui passe pour spiritualiste. Vous imaginez ce que pouvaient donner les autres. Prenez une route opposée avec votre élève, qu'il croit toujours être le maître et que ce soit toujours vous qui le soyez. Si ça c'était pas de la manipulation, je ne sais pas quel sens peuvent avoir les mots. Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. Là, on n'est même plus dans l'éducation. C'est une phrase de portée générale. Rousseau, là, fait de la politique. D'ailleurs, l'Émile était conçu par lui comme le tome 2 du contrat social. Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi la volonté même. Le pauvre enfant qui ne sait rien, qui ne peut rien, qui ne connaît rien, n'est-il pas à votre merci? Ne disposez-vous pas par rapport à lui de tout ce qui l'environne? N'êtes-vous pas le maître de l'affecter comme il vous plaît? Ses travaux, ses jeux, ses plaisirs, ses peines, tout n'est-il pas dans vos mains sans qu'il le sache? Sans doute il ne doit faire que ce qu'il veut, mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse. Il ne doit pas faire un pas que vous ne l'ayez prévu, il ne doit pas ouvrir la bouche que vous ne sachiez ce qu'il va dire. Voilà. Rousseau écrit cela dans les années 1760. Rousseau qui sera la référence des Jacobins en matière d'instruction et qui est aujourd'hui l'une des grandes références des pédagogues du ministère de l'Éducation nationale. Alors, conception sensationniste, matérialiste de l'homme qui permet d'envisager de faire naître un homme nouveau en manipulant mentalement et éventuellement physiquement. On le conçoit. Cabanis. Petite citation encore, dans les rapports du physique et du moral de l'homme, 1798. Cabanis n'est pas n'importe qui. C'est un médecin, il est l'héritier des papiers d'Helvétius, il tient salon à Auteuil, le fameux cercle d'Auteuil, chez la veuve d'Helvétius, avec dans son salon des gens comme Volney, des gens comme Sieyès. Puis de temps en temps, entre deux campagnes militaires, un général d'origine corse, né à Ajaccio, qui fréquente aussi, enfin, c'est pas un marginal, Cabanis, il n'y a pas plus officiel que lui dans les années 1795, 96, 98. Que dit-il? Après nous être occupés si curieusement des moyens de rendre plus belles et meilleures les races des animaux et des plantes utiles et agréables, après avoir remanié 100 fois celles des chevaux et des chiens, après avoir transplanté, greffé, travaillé de toutes les manières les fruits et les fleurs, combien n'est-il pas honteux de négliger totalement la race de l'homme, comme si elle nous touchait de moins près, comme si il était plus essentiel d'avoir des bœufs grands et forts que des hommes vigoureux et sains, des pêches bien odorantes ou des tulipes bien tachetées que des citoyens sages et bons. Voilà. On a là la théorisation de l'eugénisme. Il ne sait pas comment faire,
mais il conçoit le principe. Après, il n'y a plus qu'à trouver le moyen. Voilà. Et vous voyez l'influence de ce scientisme appliqué à l'homme. Troisième bouleversement important, bouleversement de la conception de la société, avec Hobbes d'abord, Locke ensuite, et puis Rousseau qui radicalise le tout, c'est-à-dire, je répète là des choses bien connues, cette rupture qui rejette la conception aristotélicienne de la société comme naturelle à l'homme, l'idée de l'homme animal politique, et qui adopte l'idée que la société n'existe que par la volonté humaine, qu'elle est née d'un contrat conclu entre eux par des individus à l'origine isolés, qui ont conclu ce contrat par intérêt, on retrouve l'utilitarisme, pour améliorer leur sort, pour que demain soit meilleur qu'hier, on retrouve le progressisme. Alors, les motivations diffèrent d'un auteur à l'autre, mais on retrouve toujours ce schéma-là, et l'idée qui en découle que tout institution, droit, naît de la volonté des individus, d'abord du contrat qu'ils ont signé entre eux, et puis ensuite de la loi, expression de la volonté générale, qui fera vivre cette société. Voilà. Alors, tout découlant de la loi donne son existence à tout. On en arrive à des considérations, d'autant que Rousseau a radicalisé un petit peu tout cela, offre du contrat social une version plus radicale que celle de Locke, notamment, et on en arrive à définir pour la puissance publique un mandat extrêmement large, un mandat proprement totalitaire. Rousseau, après l'abbé de Saint-Pierre, définit ce qu'on n'appelle pas encore le totalitarisme. Le mot n'apparaîtra que dans les années 1920 en Italie, mais il en donne néanmoins la description précise dans le contrat social. La préoccupation de Rousseau, c'est la pérennité de la société, puisque l'homme est un tout parfait et solitaire. Il a conclu un contrat, mais étant un tout parfait et solitaire, il va être tenté inévitablement de reprendre son indépendance. Comment faire pour que cette société reste, pour qu'elle survive, pour que les hommes restent unis entre eux? Eh bien, il faut les transformer, il faut les changer, et il faut que le législateur change les hommes. Voilà. Je cite le passage. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple, ça commence bien, doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être, d'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer, de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Il faut en un mot, et là nous avons une phrase qui est là encore de portée générale et que l'on pourrait appliquer à tous les domaines de notre société. Il faut en un mot qu'il ôte à l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui. Voilà. Toute la politique actuelle est contenue dans cette phrase. Voilà. Si on y regarde de près, la politique sociale, la politique économique, tout est là-dedans. Ôter aux hommes leurs forces propres pour lui en donner de nouvelles dont il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui. Rendre chacun, tuer tout ce qui pourrait rendre la personne indépendante et la rendre dépendante du tout. Plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquis sont grandes et durables, plus aussi l'institution est solide et parfaite. En sorte que si chaque citoyen n'est rien, ne peut rien que par tous les autres, et que, alors là, Rousseau va nous mettre la société en équation. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu'elle puisse atteindre.
Voilà. Le totalitarisme est défini ici. L'abbé de Saint-Pierre, qui était un des disciples de Descartes, qui a, dans les années 1710-1720, agité beaucoup d'idées qui influencent notre monde. C'est l'abbé de Saint-Pierre qui a été l'un des premiers à parler, dans son projet de paix perpétuelle, d'une communauté européenne. C'est lui qui voulait instituer une académie pour former les futurs administrateurs de l'État. C'est lui aussi qui écartant la notion de charité, a défini la notion de bienfaisance. C'est-à-dire venir en aide aux pauvres, oui, mais en les obligeant à se rendre utiles matériellement à la société. C'est lui qui est l'inventeur des dépôts de mendicité, dont on commence à faire usage au XVIIIe siècle. Et c'est lui qui définit en ces termes et le despotisme éclairé et une certaine forme de totalitarisme, en expliquant que un pouvoir éclairé par la philosophie ne saurait être trop despotique. Un pouvoir éclairé par la philosophie ne saurait être trop despotique. Voilà, en une phrase, tout est dit. Voilà. Alors, évidemment, tout découlant de la volonté humaine, la loi se retrouve au cœur du jeu politique, du jeu social, et tout découlera de la loi, expression de la volonté générale, tout par la loi, rien en dehors de la loi. On en arrivera même à cette phrase qui fait écho à notre situation actuelle, une phrase de Bonaparte en 1804, au moment où on discute du Code civil et qui laissera échapper cette considération: c'est la loi qui fait les pairs. On aurait sur cette quelques idées qui pourraient diverger sur le fait de ce qui fait les pairs. Eh bien, pour lui, c'est la loi qui fait les pairs. Le père de famille tient son autorité de la loi, et uniquement de la loi. Et c'est la loi qui définit l'étendue de cette autorité. Sous-entendu, si la loi veut restreindre l'étendue de cette autorité, ou confier cette autorité à une autre institution, eh bien, il revient au législateur d'en décider. Il se trouve qu'en 1804, il est de l'intérêt du législateur de réarmer les pères de famille, mais si demain, il est de l'intérêt du législateur d'agir autrement, eh bien, il agira autrement. Voilà, les pères ne tiennent plus leur autorité du droit naturel, mais de la volonté du législateur. Alors, avec cette omnipotence, cette omniprésence, cette sacralisation de la loi, nous arrivons au cœur de l'entreprise de régénération révolutionnaire. Le mot régénération est au cœur du discours, au cœur de tous les discours en 1789. Et je crois qu'il exprime parfaitement ce qu'a été l'entreprise révolutionnaire. Régénération, régénérer, redonner naissance. Il s'agit bien de créer de toutes pièces une France nouvelle et de créer un homme nouveau compatible avec cette France nouvelle. Voilà. Il s'agit de faire table rase de la réalité existante, et c'est ce que vont faire les constituants entre août 89 et août 91. Ils vont faire table rase de tout. En août 91, il ne reste pratiquement rien de l'ordre ancien. Il reste deux choses. Il reste le roi, plus pour longtemps, et il reste ce qui n'a pas été, ce qui dans le dispositif coutumier n'a pas été contredit par une loi, dans l'attente d'un code civil. Et les coutumes vont survivre un peu plus longtemps que prévu, parce qu'on n'arrivera pas à rédiger un code civil avant 1804. Voilà. C'est tout ce qui reste. Tout le reste a été balayé. Bien. Donc, il s'agit de donner naissance à un monde nouveau, et c'est dans ce terme de régénération omniprésent que l'on trouve dans tous les discours,
Et je dois dire, malheureusement, même Louis XVI a employé le terme de régénération dans son discours du 5 mai 89. Bon. Ce n'est pas ce qu'il est dit de mieux. Bon. Au cœur de ce terme de régénération, vous avez toute l'entreprise idéologique révolutionnaire. C'est-à-dire une entreprise qui vise à mettre en œuvre une idéologie, une vision du monde qui prétend avoir une réponse à toutes les difficultés, apporter un remède à tous les maux, et de manière infaillible, à tous les maux que connaît la société, par la mise en œuvre de principes abstraits, et auquel est attachée une doctrine de combat permettant la conquête du pouvoir et sa conservation. Voilà ce qu'est une idéologie, et c'est cela qui a été mis en œuvre à partir de l'hiver 88-89 par ce que l'on appelait à l'époque le Parti national, c'est-à-dire le parti de la souveraineté nationale par opposition à la souveraineté royale, ce que Augustin Cochin a qualifié de société de pensée. Voilà. C'est-à-dire notamment les loges maçonniques, mais pas seulement les loges maçonniques. L'expression société de pensée présentant l'avantage de couvrir une réalité plus large et donc d'englober également le phénomène des cafés, des cabinets de lecture, des académies, de tous les cercles de sociabilité qui ne sont pas forcément maçonniques ou qui ne sont pas forcément dans l'orbite, mais qui ont contribué, ont joué le même rôle, voilà, dans cette entreprise. Alors, cette entreprise de régénération, elle a d'abord été une entreprise politique. Il s'agissait de régénérer le royaume. Les principes de cette régénération sont contenus dans ce texte emblématique qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigé entre le 4 et le 26 août 1789, texte qui est resté inachevé. Contrairement à ce que l'on raconte partout, la déclaration n'a jamais été votée le 26 août 89. C'est pas vrai. Le 27 août au matin, on a suspendu sa rédaction. Et on a décidé que l'on la terminerait quand on aurait terminé la Constitution. Puis, 2 ans plus tard, quand on a eu terminé la Constitution, ça avait pris beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait, eh bien, on a réalisé que le texte avait acquis une telle célébrité qu'il était impossible d'y apporter la moindre modification. Et alors, on a décidé de le conserver en l'état, mais comme ce texte ne donnait pas satisfaction aux constituants, on a décidé aussi de ne pas lui donner de portée juridique. Bien. Il n'en est pas moins que dans ce texte, qui a une portée symbolique considérable, mais sans avoir de valeur juridique, dans ce texte se trouvent les principes de la régénération révolutionnaire, c'est-à-dire notamment l'idée de la souveraineté nationale, c'est-à-dire la définition de la loi comme l'expression de la volonté générale, et liée à la définition de la loi comme l'expression de la volonté générale, à l'article 6, la négation de l'autorité du droit naturel. À partir du moment où l'on définit la loi comme l'expression de la volonté générale, le législateur, on définit la loi non plus en fonction de sa finalité, comme le faisaient saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, on sépare de la loi les notions de justice et d'équité, qui étaient au cœur de la réflexion juridique romaine. Pour les Romains, le droit, c'est d'abord cela qui est juste. Bien. Et on évacue, par conséquent, le respect par le législateur de règles de droit qui lui sont supérieures, et notamment le droit naturel. Et on établit, d'ailleurs, il faut le noter, un pouvoir législatif
beaucoup plus absolu que celui dont disposait le roi de droit divin d'Ancien Régime. Parce que le roi de droit divin d'Ancien Régime ne pouvait pas légiférer à sa guise. Il était, pour reprendre un mot de Louis XV, dans l'heureuse impuissance de porter atteinte non seulement aux lois fondamentales du royaume, mais aussi aux principes du droit naturel dans lesquels Louis XV rangeait la vie, l'honneur et la propriété de ses sujets. Bien. Donc, il y a là un renversement complet de la conception du droit, un renversement qui puise ses racines dans la pensée nominaliste. Tout ça remonte, sont des idées qui serpentent depuis longtemps déjà, et qui donnent naissance à ce monde positiviste dans lequel nous sommes. Voilà. La pensée classique considérait que la loi se définissait en fonction de sa finalité, c'est-à-dire que la loi, pour être la loi, devait être juste. Désormais, on considérera que la loi est la loi dès lors qu'elle exprime la volonté générale. C'est tout. Il n'est plus question de justice. Le résultat, c'est un renversement de la relation entre législation et justice. Sous l'Ancien Régime, la loi était l'instrument de la justice. Elle était le moyen dont se servait le roi pour faire régner la justice. Le roi est historiquement d'abord un justicier. C'est sa première mission, faire régner la justice dans son royaume. Tout le reste découle de là. La fonction guerrière, la fonction législative découle de ce rôle de justicier. La représentation officielle du roi d'Ancien Régime sur son sceau, c'est le roi assis sur son trône, revêtu de tout ce qui représente sa majesté, portant la main de justice, le petit sceptre, le sceptre court, qui est appelé main de justice depuis le XVe siècle, portant la main de justice et rendant la justice. Le roi n'est pas représenté à cheval, l'épée au poing, il est représenté rendant la justice. Voilà. Eh bien, on passe de cette conception-là à une conception dans laquelle c'est la justice désormais qui devient l'instrument de la loi. La justice sert à faire respecter la volonté générale, la volonté exprimée par le législateur. Voilà. De manière, en 89-90, de la manière la plus mécanique qui soit. Le constituant de 89 exigera des juges qu'ils appliquent la loi de manière mécanique. Un tel a fait ceci, la loi prévoit celui qui fait ceci est puni de telle peine, bon, on applique la peine. Point. Sans se soucier du cas d'espèce, sans se soucier des circonstances. Ce n'est que plus tard qu'on intégrera les circonstances atténuantes. Timidement avec Louis XVIII et de manière générale avec Louis-Philippe. Mais pendant 40 ans, les juges seront les mains liées. Ils seront contraints d'appliquer le tarif ou alors de nier les faits les plus évidents lorsque l'application du tarif conduirait à prononcer une peine manifestement excessive compte tenu des circonstances de l'espèce. Voilà. Donc, on a complètement renversé la relation de la loi et de la justice. Et à l'inverse, et nous l'avons éprouvé l'année dernière, nous sommes les défenseurs de cette conception de la loi et du droit qui est portée par Antigone, à savoir que une loi injuste n'est pas une loi, elle est un caprice de tyran, et par conséquent, nul n'est contraint en conscience d'y obéir. Et pour reprendre une exhortation
adressée aux Français par le cardinal Burke, préfet du tribunal de la signature apostolique, en juin 2013, après la promulgation de la loi de dénaturation du mariage. Burke a rappelé qu'il fallait s'opposer à cette loi coûte que coûte et jusqu'au bout. Voilà, parce qu'une loi injuste n'est pas une loi. Voilà. Alors, la question importante dans cette définition, c'est la notion de volonté générale. Comment se dégage la volonté générale? Et là, on est au cœur d'une terrible ambiguïté et en fait d'une manipulation effroyable. Lors de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les constituants hésitaient encore. On le voit. Comment se forme la loi? Par des représentants ou directement par les citoyens. Ils hésitent. Ils ouvrent les deux possibilités. Bon, 3 semaines plus tard, c'est fini. On n'ouvre plus les deux possibilités. On choisit. Et l'abbé Sieyès, à la tribune, le 7 septembre 89, a prononcé à cet égard un discours extrêmement intéressant et malheureusement souvent négligé dès lors que l'on sort des facultés de droit. Et pourtant, tout le système politique actuel repose sur ce discours. Bien. L'abbé Sieyès explique aux constituants qu'ils ont le choix entre 2 régimes. Le régime démocratique, c'est-à-dire le régime dans lequel chaque citoyen participe lui-même à la définition de la loi à laquelle il va obéir. Ce qui se pratique dans les cantons suisses, ou ce qui se pratiquait autrefois à Athènes. Bien. Ou le système représentatif, c'est-à-dire un système dans lequel les citoyens, beaucoup trop nombreux et beaucoup trop occupés pour s'occuper de ces questions-là, et pas assez éclairés, vont choisir des représentants qui décideront à leur place, mais qui décideront en leur âme et conscience, en échappant à toute consigne et à tout mandat, et qui seront parfaitement libres de décider comme ils le voudront jusqu'au terme de leur mandat. C'est le mandat représentatif par opposition au mandat impératif par lequel les députés seraient tenus par un engagement. C'était le système d'Ancien Régime, le mandat impératif. Et si je le rappelle, ce n'est pas innocent, les députés aux États généraux détenaient un mandat impératif. On commençait par rédiger le cahier de doléances, c'est-à-dire ce que la population voulait faire parvenir au roi, les demandes que la population voulait faire entendre au roi, les abus que l'on souhaitait voir corrigés, les réformes que l'on souhaitait voir apportées, et après, on choisissait là où les 2 personnes ou les 4 personnes qui allaient porter les vœux de la population aux États généraux. Voilà. Et ces personnes n'étaient que des porte-paroles tenues par le contenu des cahiers. Bien. C'est tellement vrai que, en certaines circonstances, je pense aux États généraux d'Orléans de 1560, le roi, en l'espèce d'ailleurs, ça devait être la régente et son chancelier, parce que c'était déjà Charles IX. Le roi, donc, par la voix du chancelier, a demandé aux États généraux un effort financier. Bon, classique. Qu'ont répondu les États généraux? Sire, nos cahiers ne prévoient pas que l'on puisse vous accorder les subsides que vous nous réclamez. Il faut qu'on aille demander l'autorisation. Et il a fallu que le roi renvoie les États généraux devant les assemblées de bailliage et de sénéchaussée pour que les députés demandent l'autorisation d'accorder un subside, qu'ils n'ont d'ailleurs pas obtenu. Au retour, 6 mois plus tard, à Pontoise, le tiers-État a répondu « Oh, nos gens sont terriblement pauvres ». Bon, on a joué les violons comme d'habitude. La noblesse... Sire, la noblesse ne paye pas d'impôts.
Attention, n'oubliez pas ce principe fondamental. Hein, attention. Et finalement, c'est le clergé qui a mis la main au portefeuille, parce que là, on a changé légèrement les données du problème. Bon, comme on a besoin d'argent, s'il n'y a pas, on ira le prendre là où il est, on aliénera une partie des biens du clergé. Hop, 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 hop. Ne nous affolons pas, on va vous trouver quelque chose, surtout vous ne touchez pas au patrimoine. Bon, voilà comment les choses se sont passées. Et on voit bien là le mandat impératif qui fonctionne et qui est la réalité. Alors pourquoi est-ce important de souligner la chose? Parce que derrière la démonstration de Sieyès, qui présente un caractère atemporel, il y a aussi une préoccupation très datée. Sieyès veut libérer une fois pour toutes les députés du contenu des cahiers de doléances dont ils étaient porteurs et escamoter la spectaculaire anticonstitutionnalité de tout ce qu'ils ont fait depuis le mois de juin. Voilà. Légitimer tout ce qu'ils ont fait les 17, 20 juin et ensuite au début du mois de juillet. Toute chose qu'ils n'avaient pas le pouvoir de faire parce qu'ils n'étaient pas souverains, premièrement, et deuxièmement, toute chose qui n'était pas demandée par la majorité des cahiers de doléances dont ils étaient porteurs. Voilà. Mais derrière cette opposition entre système démocratique et système représentatif, il y a toute la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire, derrière une façade qui se veut démocratique et qui affirme s'appuyer sur la volonté du peuple, nous avons en réalité un système représentatif d'essence oligarchique, oligarchique par nature, et d'autant plus oligarchique que la représentation est en fait verrouillée par un jeu électoral savamment dosé. C'est ce que les francs-maçons appellent l'art royal, l'art de définir le bon mode de scrutin. Les assemblées du tiers-État ont parfaitement maîtrisé cette règle lors de l'élection des États généraux en 89, et depuis lors, d'époque en époque, à chaque fois, on a su choisir le mode de scrutin qui permettait d'avoir, quel que soit l'état de l'opinion, la représentation que l'on souhaitait obtenir. Voilà, et qui permettait à l'oligarchie en place de demeurer en place. Voilà. Et il est intéressant de relever que dans la crise actuelle que nous connaissons, qui est une crise très grave, il y a une part qui tient à la transformation de toutes les règles de représentation depuis 20 ans. Le système républicain reposait sur des règles qui avaient été établies entre 1848 et le début de la Troisième République, et qui reposaient sur la mairie, le département, et ensuite la députation et le Sénat. Et si vous y regardez de près, vous constaterez que depuis à peu près 20 ans, ce système-là a été complètement démantelé et vidé de sa substance. On a vidé le conseil municipal avec l'intercommunalité, en mettant en place une structure qui échappe aux élus. On a tué l'élection législative avec le quinquennat. On a verrouillé l'élection régionale par un mode de scrutin qui fait que seules les 2 ou 3 grandes écuries peuvent être représentées. Les indépendants, de quelque bord qu'ils soient, ne peuvent plus participer au jeu. Et là, on vient de parachever le système en tuant dans les petites communes le libre choix des conseillers municipaux en instaurant un système de liste bloquée au-delà de 1000 habitants. On vient de tuer l'élection cantonale en augmentant la taille des cantons pour la porter à 20 ou 30 000 habitants. Il y aura toujours autant de conseillers généraux, ça coûtera toujours aussi cher parce qu'il faut la parité obligatoire, il y aura 2 personnes par canton, mais avec 30 000 électeurs, une personne qui est en dehors des grands partis ne peut plus se faire élire. Le système est définitivement verrouillé par le jeu des partis. Et ce verrouillage participe en partie, à mon avis, de la fragilisation actuelle du jeu
Et c'est là que ceux qui nous gouvernent n'ont peut-être pas été extrêmement prudents. Voilà, et que peut-être qu'ils travaillent un peu pour nous sans le savoir. Alors, cette entreprise de régénération, elle a inévitablement fini par concerner l'homme. Pourquoi ? En 89, on parle peu de la régénération de l'homme. Non pas qu'on l'ait évacuée, non pas qu'elle soit absente, mais on considère que l'homme changera spontanément du fait du changement apporté aux institutions et aux droits. Ça suffira. Et puis on réalise que ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la dynamique de radicalisation révolutionnaire qui commence dès juin-juillet 89, comme le dit l'intendant Malouet, pour tous les hommes, pour toute personne impartiale, la terreur commence le 14 juillet 89. La terreur, elle commence avec les premières têtes qu'on promène au bout des pics. Bien. Et la terreur commençant, eh bien, les réserves, les oppositions s'étoffent, car il y a des quantités de personnes qui trouvent, à partir du moment où l'on commence à massacrer ne serait-ce que quelques personnalités, que l'on voit des désordres se propager aux quatre coins du pays, qu'il y a des listes de proscription qui circulent dès juillet 89, eh bien, il est évident, à partir de ce moment-là, pour un certain nombre de personnes qui jusque-là suivaient le mouvement, qu'il faut arrêter au plus vite. Et donc, plus la révolution est violente, plus son assise populaire est faible, plus son assise populaire est faible, plus elle est obligée de devenir contraignante à l'égard du pays, et on entre dans une spirale où, de mois en mois, l'assise populaire se réduit de plus en plus, et la contrainte, à l'inverse, est de plus en plus forte. Voilà. Et une dynamique qu'aucun acteur ne peut arrêter. Ce qu'avait très bien vu Joseph de Maistre, voilà, qui échappe aux acteurs. Il y a eu des éléments de subversion volontaires, des actions de subversion. Il y a eu des éléments, osons un mot interdit, hein, l'un de ces mots qui servent à clouer l'adversaire au mur sans qu'il puisse parler. Il y a eu des éléments de complot. Bon. Les élections aux États généraux participent de concertations qui ont permis de canaliser la représentation du tiers-État et pour une partie la représentation du clergé et même marginalement de la noblesse. Il y a eu complot dans les journées de juillet 89 et dans la Grande Peur et dans les journées d'octobre. Pour juillet 89, c'est même... Il n'y a même pas besoin d'aller voir l'abbé Baruel pour le dire. Il suffit de lire Camille Desmoulins, l'un des principaux acteurs qui était là, deux pas d'ici, le 12 juillet, au Palais Royal, lorsque a été portée la nouvelle du renvoi de Necker, et qui fait partie de ceux qui se sont juchés sur des bancs pour haranguer la foule. Et que dit Camille Desmoulins ? Le 21 octobre 1792, à la Tribune des Jacobins, dans un discours publié par le grand historien républicain Hollard. Donc vraiment tout est bordé, verrouillé, c'est pas nous qui le disons, c'est eux. Là, la pièce est incontestable. Nous avons pu chercher à persuader au peuple qu'il avait voulu être libre. Ça commence bien. Et pour lui faire chérir la liberté comme son ouvrage, et parce que pour une nation se persuader à elle-même qu'elle avait voulu la liberté, c'était commencer à vouloir, mais devant ce grand nombre de législateurs qui m'écoutent, et en présence des médecins, ce n'est pas le moment de parler comme en présence du malade. Oui, messieurs, pour ceux qui, ainsi que moi, ont consacré depuis 3 ans toute leur pensée à la Révolution, qui ont suivi celle qui s'est faite au lieu où elle s'est faite, ce n'est point un paradoxe que le peuple ne la demandait point, qu'il n'est point allé au-devant de la liberté, mais qu'on l'y a conduit. L'après-dîner du 12 juillet, et mieux encore toute la nuit suivante, j'ai été à la source de l'insurrection, et je l'ai bien observé. Les véritables patriotes
se sont servis des premiers instruments qui leur tombaient sous la main, comme le ciel se servait d'Attila, mais il n'est pas temps encore de rendre gloire à tous ceux à qui il appartient et de venger les machinistes de la Révolution de ce que j'appellerais l'ingratitude de la nation, si la nation avait voulu ce nouvel ordre de choses. Et il ajoute, le peuple de Paris n'a été qu'un instrument de la Révolution. L'histoire nous dira quels en furent les ingénieurs. Ce n'est point faire de notre révolution une révolution à part, c'est au contraire la faire semblable à presque toutes les autres, que de dire que ce n'est point le peuple qui l'a voulu, qui l'a faite. Partout, c'est le petit nombre, 2 ou 3 citoyens, qui ont fait les révolutions. Voilà ce que dit Camille Desmoulins à la Tribune des Jacobins le 21 octobre 1792. C'est très intéressant tout ça. Et de fait, quand on sait ce qui s'est passé le 14 juillet à la Bastille, on dit toujours le peuple de Paris a pris la Bastille. Mais le peuple de Paris, Jean-Baptiste Salles, député du tiers-État, qui a fini quand même député girondin, c'est-à-dire qu'en 89, il était quand même bien à gauche, hein, même s'il a fini sur l'échafaud en 94. Dans des conditions d'ailleurs assez rocambolesques, car au moment où le bourreau a voulu séparer sa tête de son corps, la machine a calé, elle a fait un blocage. Bon, c'est assez rare. Et comme Jean-Baptiste Salles savait bien comment ça fonctionnait, puisqu'il avait bien étudié le mécanisme, c'est lui qui, dans cette position assez inconfortable, a expliqué au bourreau ce qu'il fallait faire pour libérer le couteau. Voilà. C'est un cas assez unique. En tout cas, c'est une contribution à une mission de service public. Hein, voilà. Alors, Jean-Baptiste Salles explique le 14 juillet que 2000 bourgeois, 2000 bourgeois, c'est 2000 civils, et 500 gardes françaises ont marché vers la Bastille. Ils étaient 2500 au pied de la Bastille. 2500. Et 2500, ce n'est pas le chiffre de la police, c'est le chiffre des organisateurs. Alors après, on va vous dire, le peuple de Paris a pris la Bastille. 2500 dans une ville de 700 000 habitants. Voilà. D'ailleurs, dans les mois qui ont suivi, on a créé un titre de vainqueur de la Bastille. Tous ceux qui s'étaient distingués ont été appelés à se signaler pour avoir une récompense. On a la liste de ceux qui y étaient, enfin pas complète d'ailleurs. Il y a des gens modestes qui sont restés discrets. Mais cette liste, elle comporte 980 noms. 980. Le peuple de Paris. 980 personnes. Voilà. Alors, au cœur de cette régénération de l'homme, il y a, et c'est le premier outil, et ce propos sur le peuple m'amène naturellement à l'évoquer, il y a la manipulation du langage, la manipulation du vocabulaire, la manipulation du discours, la manipulation de l'opinion. Ça fait partie des techniques de combat utilisées dès la réunion des États généraux, utilisées dans les assemblées révolutionnaires dès 89, et c'est à la fois une technique de combat et un moyen de régénération de l'homme, de changer l'homme, de faire naître l'homme nouveau. On voit apparaître en 89 une langue nouvelle, révolutionnaire. C'est un phénomène nouveau, encore un peu sommaire, quelques mots de vocabulaire, avec le temps quelques phrases toutes faites, quelques formules. C'est le tout début, hein, ce n'est pas encore cette langue élaborée en usage, en URSS, avec des formules toutes faites, on pourrait mettre des tirets entre chaque mot. Enfin, non, on n'en est pas encore tout à fait là, mais le principe est déjà là. Et donc, on voit apparaître des mots qui servent à mobiliser et des mots qui servent à stigmatiser. Bien. Ces mots, les mots qui servent à mobiliser les troupes, c'est les mots de liberté, de peuple, d'égalité, de fraternité, de bonheur, de progrès. Ces mots-là, de patrie, ces mots-là servent à rassembler, à mobiliser. Les mots qui servent à stigmatiser sont les mots de tyrannie, de fanatisme, d'aristocratie. Voilà principalement. Bon, depuis, on a renouvelé le vocabulaire, les aristocrates sont devenus des réactionnaires, puis des fascistes.
Voilà, aux dernières nouvelles, on en était resté là. Mais c'est juste une actualisation du vocabulaire, d'étape en étape. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, l'intérêt, toute l'ambiguïté de cette langue révolutionnaire tient au fait que ceux qui les emploient leur donnent un sens qui n'est pas le sens du dictionnaire et qui n'est pas celui que comprennent ceux qui les écoutent, à l'exception des quelques initiés militants qui, eux, connaissent les deux sens des termes. Prenons le mot peuple. Intéressant, le mot peuple. Il est à l'origine de toutes les manipulations. Le peuple de Paris a pris la Bastille. Quand on parle du mot peuple, on a l'impression que le peuple rassemble toute la population. Les 29 millions d'habitants qui vivent dans le royaume de Louis XVI. Ben non. Le peuple, pour les révolutionnaires, pour Robespierre, c'est la fraction de la population qui adhère à la révolution. Les autres, ce n'est pas le peuple, ce sont des ennemis du peuple. Petite nuance. Ce sont des aristocrates, indépendamment de leur naissance. Jacques Catlino, le colporteur, boulanger, sacristain du pain en mouche, est un aristocrate. Vous voyez, parce qu'il n'est pas révolutionnaire. Bon. Alors, cette manipulation cette manipulation du mot peuple a présenté tout au long de la Révolution un caractère extrêmement utile pour manier l'opinion. On le voit notamment au sein des assemblées avec tout le jeu des pétitions. Dans les archives parlementaires, on constate qu'à chaque moment un peu névralgique de la Révolution, le coup de force qui est sur le point de survenir est toujours préparé par un jeu de pétitions et approuvé ensuite par le même jeu de pétitions. Ces pétitions sont suscitées par le Club des Jacobins. Le Club des Jacobins, c'est à la fois une sorte de groupe parlementaire où on répartit les rôles, mais c'est aussi un réseau de sociétés affiliées qui permet au club à Paris d'être informé de tout ce qui se passe en province et de donner des consignes pour l'action en province et puis aussi pour peser sur l'Assemblée. Et avant chaque mouvement, le Club des Jacobins donne à ces sociétés affiliées des consignes pour inonder l'Assemblée de pétitions qui demandent toutes au nom du peuple la même chose. Alors, je vais vous donner... Alors, on retrouve ça à l'époque du 10 août, on retrouve ça à l'époque du procès de Louis XVI, on retrouve ça à l'époque de l'élimination des Girondins, on retrouve ça à l'époque de l'élimination des hébertistes, des dantonistes, à l'époque de l'être suprême. L'exemple le plus savoureux, et qui nous ramène à l'opposition démocratie-système représentatif, c'est le jeu de pétition qui est intervenu en août-septembre 1993. Après l'élimination des Girondins, les montagnards, pour rassurer le pays, ont tricoté en 3 semaines une constitution qui passe pour avoir été la plus démocratique qui ait été rédigée en France, mais qu'ils n'avaient pas l'intention de mettre en œuvre. Bon. Cette constitution, ils l'ont soumise à référendum. Elle a été approuvée par référendum. 1,5 million de oui, 5 millions d'abstentions. Mais bon, il y a quand même 1,5 million de personnes qui ont répondu oui. C'est pas rien, c'est plus que 750 députés. On la proclame, on la met dans l'Arche Sainte, la Sainte Constitution. Vous retrouvez le vocabulaire religieux. Dans l'Arche Sainte, en fait, on l'enterre. Enterrement de première classe. Mais on ne peut pas le dire comme ça. Parce que le peuple vient... Enfin, le peuple... Il y a quand même 1,5 million de personnes du peuple qui ont répondu oui. Et le problème, c'est que cette Constitution ayant été approuvée, proclamée, normalement, la Convention a terminé son travail, elle doit se séparer. Les députés doivent rentrer chez eux, on doit organiser des élections. Le problème, c'est que les montagnards sont minoritaires dans le pays. Ils le savent très bien. Ils savent très bien que les élections, ils vont les perdre. Oui, à Paris, ça passera comme une lettre à la poste, bien sûr. Mais ailleurs, ça ne passera pas. Et les Girondins qu'ils viennent de mettre en prison, quoi qu'en prison, vont être réélus.
à Bordeaux et à Caen, et on est même capable de voir appliquer des royalistes, des vrais, de l'Ouest, du Midi blanc. Bref, on n'a pas fait tout ça pour ça. On ne s'est pas donné autant de mal pour perdre le pouvoir au bout de 3 mois. Donc il faut garder le pouvoir, et pour garder le pouvoir, il ne faut pas qu'il y ait d'élection, et pour qu'il n'y ait pas d'élection, il ne faut pas mettre en œuvre la Constitution. Il faut trouver un truc. Donc les consignes descendent, les pétitions remontent dès la fin du mois d'août. Et de toute la France, de Saint-Cyré-du-Lot, d'Arras, d'Angers, les sociétés populaires envoient des papiers. Le peuple d'Arras demande, alors on ne dit pas, ne mettez pas en œuvre la Constitution que nous venons de voter, ce serait un peu grossier. Non. Que la montagne reste à son poste et notre triomphe est assuré. La même formule partout. C'est curieux. La même formule partout. Bon, certains font un peu de zèle, ils réclament la guillotine à outrance. Bon, on sent qu'il y a des gens un peu plus zélés que les autres. Bon, bref. Fort de ce mouvement populaire parfaitement artificiel, le 10 octobre 1993, Saint-Just peut monter à la tribune et dire « Bon, la Constitution, c'est pour le temps de paix, nous sommes en guerre, et nous serons en guerre tant que le dernier ennemi de la liberté n'aura pas cessé de respirer. Autant dire, ça va durer longtemps. Et donc, tant que nous sommes en guerre, on ne peut pas mettre en œuvre la Constitution. Il faut que le pays soit gouverné de manière révolutionnaire. Et donc, on va organiser le gouvernement révolutionnaire. » Voilà à quoi peut servir cette manipulation du mot peuple. On n'a pas les sondages à l'époque. Donc, on fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'est les pétitions, ce sont les formules, ce sont les sociétés populaires qui parlent au nom de la population de toute la ville, alors qu'elles rassemblent peut-être 30 militants dans une ville de 10 000 habitants. Voilà. C'est en général à peu près le ratio. Dans le petit patelin de Bretagne, où j'ai quelques racines, à la société populaire, ils étaient 10. 10 sur 700. Ça fait pas grand monde. Et après le passage des chevaux, ils n'étaient plus que 5. Parce qu'il y avait quelques délateurs qu'il fallait mettre hors d'état de nuire. Bon. Et ça a été fait. Donc, vous voyez, 5 sur 700. Ça fait pas grand monde. Et quand ils parlent, c'est le peuple. Le peuple. Voilà. Parce que le peuple, c'est uniquement la partie qui adhère à la Révolution. Alors on pourrait décliner cela pour tous les termes dont j'ai dressé la liste. Il y a un auteur qui a parfaitement compris le phénomène. Dès 1797, c'est Jean-François Laharpe, un philosophe, un ami de Voltaire, mais un ami de Voltaire qui a été en prison sous la Terreur. Et la prison l'a changé. La prison lui a fait du bien, l'a fait réfléchir. Il a compris où on en était, et en sortant de prison, il a écrit un livre intitulé « Du fanatisme dans la langue révolutionnaire ou de la persécution », dans lequel il explique le propre de la langue révolutionnaire est d'employer des mots connus, mais toujours en sens inverse. Voilà, employer des mots connus, mais toujours en sens inverse. Voilà. Et là, on est au cœur de la bataille sémantique actuelle, qui est omniprésente, partout, et contre laquelle a ferraillé pendant des décennies Jean Madiran, notamment, qui, dans ses articles, avait cet art de repérer dans un discours le mot qui clochait, le mot qui exprimait toute une collection d'arrière-pensées, qui, et je m'adresse là aux plus jeunes, a, dans ses articles, montré ainsi une méthode pour lire, voir ce qui ne va pas dans un discours et pouvoir ensuite combattre ce qui ne va pas dans ce discours. Bon, ça fait partie du combat que nous avons à mener aujourd'hui. Alors, cette régénération de l'homme, elle a touché à tous les aspects. Tous les aspects ont été absorbés par les Jacobins pour faire naître cet homme nouveau, c'est-à-dire ce citoyen vertueux, prêt à sacrifier sa vie, sa famille, ses amis, sa propriété, pour le salut de la République. Ont été mobilisés à cet égard l'instruction, ont été mobilisées les fêtes, on a changé le rapport au temps avec le calendrier républicain. La loi qui intervient désormais dans le domaine du droit privé. C'est nouveau. Sous l'Ancien Régime,
le roi n'intervenait pratiquement jamais dans le droit privé. Le droit privé, c'était les coutumes ou le droit romain. Mais le roi n'intervenait presque jamais. Avec la Révolution, le droit privé est absorbé par le législateur, avec notamment une intervention dans le domaine de la propriété et dans le domaine de la famille. La famille, le mariage défini comme un contrat, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. À partir du moment où on définit le mariage comme un contrat, on peut envisager toutes sortes de contrats entre toutes sortes d'individus. Quand, à l'époque du Pax, certains orateurs démocrates chrétiens se sont opposés au Pax au nom du mariage républicain, ça n'avait aucun sens. C'est la logique du mariage républicain qui conduit au Pax. Le ver est dans le fruit à partir du moment où on sépare le sacrement, la dimension sacramentelle, de l'éventuelle dimension contractuelle. Voilà. Et c'est ce qu'opère la Constitution de 1791. Et ensuite, la loi votée en septembre 1792, la dernière loi de l'Assemblée législative. Bien. Donc, le mariage est concerné. La propriété, on s'empare de la propriété pour créer une société égalitaire. Alors d'abord, le régime des successions. Les Jacobins vont imposer un régime strictement égalitaire. Je fais référence ici à la loi de janvier 1994, par lequel on a imposé le partage strictement égalitaire de toutes les successions, avec effet rétroactif au 14 juillet 1989. Ce qui a été un casse-tête épouvantable. D'autant que entre 89 et 94, la monnaie, l'assignat, avait perdu les 2/3 de sa valeur. Bon, cette loi a été supprimée 1 an et demi plus tard, avec effet rétroactif. Voilà. On s'empare donc de cette question. Il faut émietter les patrimoines. Alors on les émiette par la loi et on les émiette par l'impôt. Robespierre définit une nouvelle conception de l'impôt et une nouvelle conception de la propriété, dans un discours qu'il prononce le 24 avril 1793, à propos d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et dans ce discours, il définit la propriété, je cite, et là vous allez tout comprendre, la portion de biens dont l'État laisse la jouissance aux citoyens. Il n'y a plus de propriété naturelle dans ces conditions-là. Il y a l'État qui, dans sa grande bonté, vous laisse 60%, ou 30%, ou 10% de ce que vous avez gagné. Alors, à l'époque, Robespierre prolonge son discours en expliquant que l'impôt n'est pas là pour répondre aux besoins de l'État, mais pour créer une société égalitaire, c'est-à-dire prendre aux uns pour donner aux autres. Voilà. Et donc, il envisage la progressivité de l'impôt. Et dans les projets que j'ai vus aux archives parlementaires au printemps 1993, alors, qui ne sortent pas nécessairement des comités, qui sont parfois des projets qui émanent de la Commune de Paris ou de sections. Bon. Mais dans cette effervescence d'idées et de propositions, je suis tombé notamment sur un projet de progressivité de l'impôt assez raide, où l'État prélevait 10% de plus par millier de revenus en plus. Premier 1000, 10%. Deuxième 1000, 20%. C'est simple. Troisième 1000, 30%. Quatrième 1000, cinquième, sixième. Et au 10e, 100%. Tout est pour l'État. Voilà. On n'est pas à 75%. Là, on est à 100%. On est à 100%. Et dès le 10e 1000 de revenus, sachant que la monnaie a perdu les 2/3 de sa valeur, donc ça fait 3000 livres d'Ancien Régime. 3000 livres d'Ancien Régime, c'est loin d'être une grande fortune. Pour avoir une grande fortune d'Ancien Régime, il faut rajouter au moins 2 zéros, voire un troisième. Pour le duc de Penthièvre, il faut même rajouter plus que 3 zéros, qui était la première fortune de France. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans la classe moyenne avec un tel revenu. Bon, eh bien, l'État prélève tout. Bon. Donc on a cette intervention dans le domaine du droit privé qui participe de cette régénération. Et puis la régénération,
c'est aussi la terreur. La terreur participe de la régénération. Je ne m'étendrai pas trop parce que le martyrologue vous est connu et les horreurs commises aussi. Je relèverai deux éléments seulement. C'est la volonté d'éliminer tous ceux qui ne sont pas régénérables, tous ceux que l'on ne peut pas espérer rendre compatibles avec le nouvel ordre des choses, d'où l'extermination vendéenne, facilitée par le matérialisme. Les Vendéens, finalement, sont des hommes. Non, ils ne le sont même plus. Ils ont refusé la Révolution, donc ils ne sont pas citoyens. Donc ils n'ont pas les droits des citoyens. Et comme ils ne sont pas citoyens, ce ne sont pas des hommes. D'ailleurs, le serait-il qu'ils ne seraient qu'un amas de chair? Donc tout ça permet leur élimination, et d'autant plus facilement que les bourreaux sont eux-mêmes des machines, et donc ne sont pas responsables de ce qu'ils font. C'est ce que dira Fouquier-Tinville lors de son procès en 1995. « J'étais une hache, punit-on une hache ?» Tout est dit. Pas responsable, pas coupable. Voilà. Donc, premier élément, on élimine tous ceux qui ne sont pas régénérés. Et puis deuxième élément, beaucoup plus pervers, beaucoup plus subtil, mais que les Soviétiques et les Chinois ont exploité à fond. Dans la terreur, il y a plusieurs acteurs. Il y a la victime, qu'on élimine, il y a le bourreau, et puis il y a la population que l'on associe, que l'on compromet, que l'on mouille dans tout ça. Les gens que l'on fait venir, qui assistent au massacre, qui insistent au lynchage, qui insistent à l'humiliation de la personne, que l'on encourage à participer en allant donner un coup, en proférant des insultes, et qui vont rentrer ou qui vont participer à d'autres vilainies qu'on va encourager à dénoncer leurs voisins, par exemple, et qui, le soir en se couchant, auront perdu une part de l'estime d'eux-mêmes et sortiront de là un peu plus abîmés, abîmés par toutes les petites, ne serait-ce que les petites lâchetés qu'ils vont se croire obligés de commettre pour survivre. Ce que raconte l'abbé Morlaix, c'est pas une grosse lâcheté, c'est vraiment tout petit. Le pauvre abbé Morlaix, qui fréquentait les salons de philosophes, qui se retrouve dans sa petite soupente de la rue Saint-Honoré en 94, en n'ayant plus grand-chose, et qui de temps en temps, en faisant ses courses dans le quartier, rentre avec son cabas et croise des charrettes. Et puis un jour, pas de chance, où il ne le fait pas exprès de croiser les charrettes. Quand il peut les éviter, il les évite. Mais ce jour-là, pas de chance, il tombe dessus. Et dans la charrette, qu'est-ce qu'il voit? Un bon copain, le comte de Briey, l'ancien ministre de Louis XVI. C'est la fournée de Madame Élisabeth, soit dit en passant. Il voit le comte de Brienne, et que dit-il, le vieil abbé Morlaix, qui a 67 ans, qui n'a plus grand-chose à perdre pourtant? Il dit « J'ai eu la disgrâce de voir sans regarder ». Il voit son copain qui va se faire tuer, le masque. Surtout ne rien exprimer, de crainte de se faire arrêter et de subir le même sort. Voilà. Et c'est ça la terreur. Et c'est comme ça aussi qu'on régénère. On régénère de cette manière-là. Et les Chinois, notamment à l'époque de la révolution culturelle et puis avant de l'installation de la révolution communiste, ont pratiqué cela massivement. La révolution chinoise, partout, elle a commencé comme ça. 2 militants qui débarquent dans un village, qui font venir le notable au milieu de la place, qui l'insultent, qui l'humilient, qui poussent la population à s'acharner sur lui. Après, le type est mort, eux, ils repartent, la population est régénérée. Ils sont tous mouillés dans ce qui vient de se passer. Voilà, on régénère aussi comme ça, en abîmant les gens. Là, je vous renvoie au très beau livre de Xavier Martin, La France abîmée, qui est l'un des plus beaux livres qu'il ait écrit. Alors, concluons. Concluons. Cette régénération, le projet de régénération ne s'est pas terminé avec Thermidor. En Thermidor, Robespierre a été éliminé par des terroristes, souvent plus terroristes que lui, pas pour mettre fin à cette politique-là,
uniquement parce qu'ils voulaient sauver leur tête. Bien. Mais toute l'entreprise de régénération, ils y sont restés fidèles et le directoire continue, utilise les mêmes méthodes, le calendrier, les fêtes, la religion civile. Tous ces outils servent et même sont perfectionnés. À l'époque de Napoléon Bonaparte, on continue plus subtilement avec le Code civil. Le Code civil a participé de cette entreprise de régénération. Un Code civil qui a mobilisé à la fois les outils classiques du droit, la tradition coutumière, la tradition du droit romain, mais aussi toute l'anthropologie des Lumières. Bien. Et le Code civil a cherché, par l'outil du droit, à recréer une société stable et ordonnée, en agençant les intérêts de sorte à ce que les individus aient intérêt à bien se conduire entre eux. Voilà, c'est la société de Balzac. Cette société sèche, froide, guidée par le seul intérêt, songez à M. Grandet, le seul intérêt, le seul calcul d'intérêt, mais une société où l'ordre règne et où le père de famille réprime avec les larmes successorales ce qui n'est pas opportun que l'État réprime. Voilà. Alors, l'entreprise de régénération, par étapes successives, s'est prolongée. Au XIXe siècle, l'enjeu, c'était l'enseignement et c'était la place de l'Église dans la société. Cette bataille-là, la Révolution l'a gagnée avec la loi de séparation de l'Église, des Églises et de l'État de 1905, qui n'est pas une loi d'apaisement comme l'affirment tous les bien-pensants, y compris un certain nombre de catholiques, et qui pourtant ne sont pas démocrates chrétiens, ce qui est encore plus terrible, mais a été une loi de combat et de spoliation. Et puis ensuite, il y a eu une nouvelle accélération dans les années 36, 40 et au-delà de 40, 45 et au-delà, avec cette alliance des marxistes et des démocrates chrétiens qui a permis aux marxistes de s'emparer de l'information et de la culture. Une étape de la Révolution dont Charles Maurras a été l'une des victimes les plus prestigieuses. Bien. Et puis, il y a le combat actuel, relancé par la dynamique de mai 68, mais qui n'est qu'une étape et qui s'attaque maintenant encore plus loin, non plus à l'enseignement, non plus à la culture, mais maintenant au droit naturel, à la vie, à la famille, à l'intimité. C'est cela qui est en jeu maintenant. On est le dos au mur, et peut-être que dans quelques décennies petitement comptées, nous en serons à nous battre pour éviter d'être transformés en robots au nom des principes du transhumanisme. Éviter de devenir des hommes technologiquement surdimensionnés par toutes sortes de puces qui permettront de réguler la santé et de donner aux hommes des capacités de force physique ou de mémoire plus importantes, mais qui placeront les individus sous le contrôle absolu des personnes qui contrôleront cet outillage informatique. On en parle déjà dans la grande presse de tout ça. Tout cela avance très vite. On vous le vendra en expliquant que c'est pour la santé et pour les gens qui souffrent. Ça commencera comme ça. Vous ne voulez pas qu'ils souffrent. Il faut bien réguler, surveiller leur diabète et surveiller tout ça. Sinon, les pauvres, vous comprenez bien, vous êtes des monstres. Puis une fois que ce sera bien rentré dans les mœurs, eh bien, on mettra ça en place pour tout le monde. Pour tout le monde, et là pour contrôler tout le monde. Ce sera l'enjeu du XXIe siècle. Voilà. Alors pour éviter ce monde-là, qui ressemble de plus en plus au monde qu'a décrit Orwell, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est la contre-révolution. C'est la seule. Il faut refermer la parenthèse révolutionnaire en nous appuyant sur les deux piliers, à mon sens, du combat contre-révolutionnaire que sont la transcendance et l'enracinement. Voilà. La transcendance et l'enracinement, ce sont les clés qui doivent nous permettre de restaurer
une société digne de ce nom, une société dans laquelle Dieu reprendra sa place, dans laquelle on mettra fin à l'exil de Dieu et dans laquelle on mettra fin à l'exil de celui qui est le garant du règne de Dieu, celui qui est son lieutenant, c'est-à-dire le roi. Je vous remercie.